Nous recevons Camille de Toledo qui va nous parler de l'ouvrage collectif, on peut dire, Le fleuve qui voulait écrire, les auditions du Parlement de Loire, qui sont publiées aux éditions des Liens qui libèrent, et que Camille nomme le soulèvement légal de la terre. Je suis particulièrement heureuse de recevoir et de permettre à Camille de Toledo de s'exprimer aujourd'hui parce qu'il va nous parler d'un projet d'artiste au fond. Il est écrivain, il est docteur en littérature comparée et enseigne à la Cambre à Bruxelles. Et il vient de recevoir le prix de l'Académie française et le prix Franz Hessel, qui est un prix de littérature franco-allemand, et pour son livre « Thésée, sa vie nouvelle ». Mais ce que je voulais dire sans doute, moi, c'est que si j'insiste sur le fait qu'il s'agit là d'un projet d'artiste, c'est que c'est aussi, moi, là, aujourd'hui, en tant qu'artiste, ambassadrice des communs et ambassadrice de la métanation, que la présence et la parole de Camille est importante pour moi. Il avait publié avec Le peuple qui manque, Alyosha Imov et Contuta Tyros, les potentiels du temps. Et ça avait été vraiment important parce qu'évidemment, j'y voyais des connexions incroyables avec ce que Amos, agence des hypothèses, on faisait sur la question des fictions potentielles. Donc, ce dont il va nous parler aujourd'hui, c'est une fiction potentielle, mais personnellement, comme je le dis, c'est des fictions opératoires dans le réel. On parle ici d'un projet qui a commencé en 2019. Je vais reprendre des termes que tu as donnés dans ton introduction, des choses que j'ai pu travailler, notamment dans les potentiels du temps et de manière concrète dans ce que j'appelle des institutions potentielles. Je crois que ce terme d'institution potentielle a quelques échos également avec les types d'institutions avec lesquelles vous œuvrez également, Université du bien commun, on a parlé du Parlement mondial de l'eau. Il y a quelque chose dans notre contemporain, dans notre monde, qui cherche à instituer le monde autrement, à changer les termes de l'habitation et qui, disons, dans une certaine forme de patience ou d'impatience, a conscience que c'est pas justement des fictions institutionnelles que l'on va changer les imaginaires, que l'on va permettre en fait de changer les termes de l'habitation. Et ça se raccroche, ces institutions potentielles. Donc, j'en ai moi créé deux, en fait, une qui m'a occupé pendant 10 ans et là maintenant il y a ce Parlement de Loire qui m'a occupé pendant 3 ans. Mais c'est cette forme artistique des institutions potentielles qui cherche toujours à révéler deux choses, à la fois un état à venir possible d'une écriture du monde et qui cherche également à mettre en crise des institutions qui nous gouvernent et qui, elles, justement, précisément, contribuent notamment à détruire ou à réduire l'habitabilité de la Terre ou autre. Donc, on voit très bien que ces institutions potentielles, elles sont là dans un chiasme entre le passé, le présent et l'avenir, et elles sont reliées chez moi à toute une théorie de la fiction et à ce que certains anthropologues avant moi ont nommé sapiens narins ou homo narins, c'est-à-dire cette idée que nous autres humains, eh bien, nous produisons des habitats narratifs. Nous sommes le fruit de nos habitats narratifs. Et il y a certains habitats narratifs, on pourrait prendre le cas des Amazoniens ou des cultures amazoniennes ou maoris ou indigènes, il y a des habitats narratifs qui permettent au monde de tenir, qui permettent de tenir au monde dans un temps long. Et il y a des habitats narratifs qui, au contraire, dévorent la vie, dévorent le temps, voilà, dévorent la terre. À chaque fois, ce sont en fait un ensemble de fictions. On peut appeler ça aussi des conventions. On appelle parfois ça des lois. Moi, j'appelle ça aussi parfois des encodages. Donc, c'est en fait ces habitats narratifs qui dépendent de nos encodages, de la manière dont nous écrivons les termes de l'habitation. Et en fait, je vois l'effort qui est produit par beaucoup de collectifs à travers le monde comme un effort de réécriture des termes de l'habitation, de réécriture de ces encodages pour détruire moins ou peut-être vivre mieux ou vivre, disons, en cohabitant avec un plus grand nombre de formes de vie. Voilà pour cette courte introduction. Avant de vous montrer des pages du livre, je vais vous en montrer brièvement, mais je voudrais vraiment laisser un temps long à la discussion. Et je pense qu'en fait, cette discussion entre la personnalité juridique des éléments de la nature et la question des biens communs
est une question assez cruciale, en fait, que j'ai pu aborder. Donc, je serais très, très heureux d'élaborer avec vous aujourd'hui. Donc, dire trois choses qui sont un peu le sous-texte ou le substrat, un peu comme ça, des principes qui ont guidé en tout cas mon action, un peu comme chorégraphe de ce mouvement instituant qui a été le Parlement de Loire. C'est au départ une institution territoriale qui mêle des approches artistiques et des problématiques de territoire, le pôle art et urbanisme qui m'a contacté à partir de différents travaux que j'avais déjà un peu présentés sur les droits de la nature et également sur donc ces potentialismes, ces potentialités, ces changements d'écriture. Et donc voilà, il y en a trois, j'en liste trois. D'abord, effectivement, c'est le Parlement de Loire et l'approche du Parlement de Loire, c'est une réponse à la crise terrestre, enfin d'autres appellent ça la crise bioclimatique. Je m'étends pas là-dessus, c'est largement documenté, et tout le monde en parle, y compris celles et ceux qui voudraient nous diriger ou nous gouverner. Il y a le deuxième point qui est en fait une approche qui a été vraiment pour moi que j'ai amené, c'est ce que je vais appeler un comparatisme des droits de la nature. C'est-à-dire quand j'ai été contacté par le pôle art et urbanisme pour travailler à partir de la Loire, je suis venu avec tout un bagage, et notamment un bagage comparatiste, pour dire, écoutez, le point chaud de la transformation de l'écriture juridique du monde, c'est ce soulèvement légal terrestre, je le nommais déjà ainsi, et c'est un certain nombre de décisions de justice et de lois qui, à travers le monde, de l'Amérique latine jusqu'à l'Amérique du Nord, en passant par l'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie, eh bien, des décisions de justice et des lois qui se sont mis à reconnaître les droits de la nature. Et là, je renvoie à la liste de l'ONU sur ce qu'on appelle parfois aussi, d'ailleurs, les droits bioculturels ou les droits de la nature. Donc, ce comparatisme, il était là pour se demander, eh bien, est-ce qu'on est capable de faire ça en Europe ou en France, dans un droit, disons, qui porte la marque d'un droit assez utilitariste et cartésien, si je devais l'exprimer ainsi. Le troisième point, c'est le plus important pour moi. C'est finalement une grande transformation pour répondre à la question du qui parle. J'ai, moi, travaillé notamment à la théorie de la traduction. Pendant 8 ans, je travaillais à justement une institution potentielle sur le langage et sur la question de la traduction. Et très vite, dès 2008, je parle de traduction des non-humains, en étendant en fait ce motif de la traduction à des entités de la nature qui ne parlent pas de langue alphabétique ou, disons, encodée, qui n'utilisent pas donc la surcouche du symbole. Vous savez que dans la sémiotique de Charles Peirce, on partage, nous autres humains, deux couches, deux strates de symboles. On lit les indices, hein, comme les oiseaux, les animaux, les plantes. On est capable de lire des indices. Hein. Quand on voit un ciel d'orage arriver, on fait ça, comme d'autres espèces. Donc ça, on le partage. On partage également des logiques d'icônes, des logiques iconiques. Hein. C'est ce qu'on fait quand on s'apprête pour une soirée particulière ou dans les différentes rencontres qui tournent autour de la séduction ou au contraire de la présentation d'une candidature ou autre. En fait, on s'habille d'une certaine manière. On envoie un certain nombre de signes. Et de la même manière que certains animaux aussi se parent, hein, il y a toute la logique de la parure. Donc, c'est des logiques d'icônes. Hein, c'est un signe qui vaut pour quelque chose et qui dit quelque chose, un certain état, un état d'esprit, un état du corps, bien, des intentions, des volontés. Donc ça, on le partage. Et puis, il y a une couche de signes. Dans la biosémiotique générale, il y a une couche qu'on partage pas, qui nous coupe du reste des formes de vie. C'est la couche des symboles, donc ça peut être des lettres, des chiffres, toute la numérisation, tout ça. Et donc, moi, je suis sensible à ces questions du langage. Dans cette troisième strate, en fait, qui sous-tend ce projet, il y a donc qui parle et des progrès considérables depuis la science, l'éthologie, la botanique, pour comprendre que la nature, que les entités de la nature parlent un certain langage. On n'en est plus du tout au XVIe et XVIIe siècle où on réifie la nature ou on pense la nature comme une instance mécanique. On n'en est plus du tout au moment où on considère les animaux comme des machines sans âme. Au contraire, on voit que le monde est progressivement, par la science, réanimé. C'est-à-dire qu'il a un principe d'animation. Et certains scientifiques, depuis l'anthropologie, la botanique ou l'éthologie, vont même aller chercher du côté de la subjectivité de certaines entités. C'est dans le sillon de la biologie de von Uexküll ou autre, c'est il y a
une expression propre, avec des perspectives propres, des valeurs, un environnement propre, différentes, donc je disais, points de vue, une subjectivité peut-être, une intériorité, une sensibilité. Et nous sommes face à ce plus vaste monde, à ce plus vaste parlement d'entités, face à ce monde-là dans une logique de traduction. C'est-à-dire que la science, notamment, mais aussi différentes connaissances culturelles vont nous aider à nous décentrer et à entendre mieux ce que pendant des siècles nous considérions sans langage. Donc on voit qu'il y a une extension du domaine du langage et c'est ce par quoi le livre s'ouvre. Voilà, alors je vais vous montrer comment le livre s'ouvre, mais c'est surtout, je vais vous montrer brièvement comment le livre il est structuré. Donc je vais partager mon écran. Donc je vais tout de suite aller à la page de ce sommaire. Bon, c'est un assez gros livre, il peut sembler intimidant. En fait, je crois qu'il faut passer ce caractère intimidant du nombre de pages parce que il est conçu comme une œuvre et dans une dynamique avec sa dramaturgie. Il est conçu comme une pièce de théâtre d'une certaine façon, puisque c'est sans cesse une commission qui interroge, un peu comme vous faites là d'ailleurs, mais qui interroge dans un but précis, et c'est ça, je crois, sa dramaturgie, c'est faut-il donner la personnalité juridique à Loire ou à la Loire? Et en fait, ce faisant, ça lance ce processus instituant de réécriture du droit. Donc, on connaît ça, nous, en France, puisqu'on a une grande histoire de constitution, de constitutionnalistes, de rupture constitutionnelle. Et donc, on est un peu dans ce cas de figure-là. On part de cette idée que l'état de la terre, l'état du monde nous oblige à changer les écritures du droit. Et la question du livre, ça va être comment le faire, comment y arriver, quelle loi écrire, comment l'écrire. Donc, c'est cette maïeutique, qui est une sorte de livre des questions qui porte les différentes auditions. Alors, je vous montre, voilà comment se présentait une audition. Concrètement, c'était ces auditions. Vous devez également, c'est une configuration assez classique. Peut-être simplement à souligner que là, à gauche, dans la partie gauche, derrière, là, c'est moi avec le chapeau au micro. Et sur le podium, c'est Bruno Latour et Frédéric Aït-Toiti. Et derrière moi, il y a les membres de la commission du Parlement de Loire. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans une approche un peu convention citoyenne pour le climat, mais sans en référer à l'exécutif et sans en référer au pouvoir institué, mais plutôt, on ne se référait en fait sans cesse qu'à notre mandataire qui était le fleuve. Le fleuve était notre mandataire et nous, on était là pour poser des questions au nom du fleuve ou depuis le fleuve, ou depuis les logiques du fleuve, de l'écosystème et du bassin versant, et pour demander finalement à ces différentes personnes qu'on a auditionnées au fil des journées, que faut-il pour Loire? Est-ce qu'il faut faire comme en Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'il faut faire comme en Australie ou en Amérique latine avec l'Atrato ou avec le Gange ou avec la Yamuna ou d'autres exemples qu'il y a eu depuis le début du XXIe siècle? Est-ce qu'il faut donner le statut de personne juridique à la Loire? Et si oui, comment faire ce dessin, ce design institutionnel? Comment écrire cette loi? Donc ça, c'était les dispositifs. Bon, il y avait à chaque fois le dispositif changeait et j'aurais pas le temps de tout vous montrer, mais dans le livre, on voit aussi l'avancée. Il y a toutes ces images. Le livre avance à la fois en images et en texte. Donc là, on est sur la page du sommaire. Devant vous, les veines de la terre, c'est bien sûr le bassin versant de la Loire. C'est les veines de la terre. C'est issu d'un travail d'un cartographe absolument magnifique qui s'appelle Zux, cartographe hongrois, qui a cartographié la Terre en partant des veines, des bassins versants. Donc, il a une présentation extrêmement précise, topographique, des différentes ramifications des fleuves à travers le monde. Et on voit donc ces veines de la Terre, c'est très, très beau. Lui, il les colore. Vous pouvez voir ça sur Internet, c'est très beau. Donc, voici le bassin versant de Loire, c'est-à-dire 1/5 du territoire français, c'est-à-dire des millions d'humains qui vivent et dépendent de ces veines de la Terre. Et c'est ce qui, donc, notre mandataire, c'est ce qui nous a porté en tant que mandant. Alors, il y a l'introduction du langage des êtres de la nature qui développe cette notion de traduction depuis ces entités qui parlent d'autres langues que nous autres humains. Et puis après, le livre est chapitré en journées, en jours un peu instituants, un peu comme des journées. Bon, aujourd'hui, la révolution est une idée qui fait peur à beaucoup, et je comprends, mais disons qu'il y a en tout cas, il y a ce modèle des grandes histoires instituantes, notamment du pays,
Et moi, en tant qu'écrivain, j'avais le souvenir des constitutionnalistes écrivains de 1848. Donc, tout au fil du projet, je leur parlais souvent du rôle d'un Hugo. D'ailleurs, je commence par en exergue une citation de Victor Hugo qui avait contribué, participé à l'écriture de la Constitution de 1848. En tous les cas, jour 1, soulèvement légal de la Terre ou soulèvement légal terrestre. Jour 2, à l'écoute de tous les vivants. Jour 3, conflits et négociations entre les espèces. Jour 4, vers des institutions animistes. Si vous voulez, on reviendra sur cet emploi du terme animiste. Et le jour 5 étant le jour de délibération. Donc, on voit que la dramaturgie de l'ouvrage, c'est vers une loi à venir ou vers une loi à venir. Refaire loi et refaire loi d'une certaine façon. Reloir, c'était parfois des mots qui venaient là. Nul n'est censé ignorer la loi, c'était aussi un des motifs de ces journées, mais il y a vraiment cet effort collectif pour réécrire la loi. Il y a une partie qui est rédigée par Sacha Bourgeois-Gironde et qui se réfère à Elinor Ostrom sur la question des communs naturels ou des communs naturels mondiaux, etc. Bon. Et donc, il est question, effectivement, dans ces notions-là, de ressources naturelles qui échappent à la souveraineté des États, tels que les fonds marins, l'Antarctique, le climat, la diversité biologique, les forêts primaires, etc. Bon. Donc, Sacha Bourgeois-Gironde, il montre que la personnalisation des éléments naturels vient heurter et transformer la théorie des biens communs. Alors, il dit que cette technique juridique de la personnalisation peut être vue de deux façons. La première, c'est une continuité. La deuxième, c'est une rupture. Je pense que c'est à ça qu'on va s'attaquer. Donc, la première, la continuité, je lis là la note. C'est une note d'ailleurs. Le sujet de droit de type forêt, lac, rivière, océan est vu comme une intensité d'incarnation du bien commun et la loi en prend acte en lui associant des valeurs, des gardiens et une possibilité d'expression. On dira alors que la personne légale, c'est le bien tellement commun qu'il s'érige en sujet. Donc là, on est dans la continuité. Pour la rupture, au contraire, la personne légale est une rupture du fait d'une certaine puissance de la théorie des biens communs à mettre en échec les logiques du privé. En effet, partout où l'arbitre étatique échoue à défendre le bien commun, souvent pour cause de corruption ou d'influence des intérêts privés sur les logiques publiques, on pourrait argumenter qu'il est nécessaire de séparer la ressource de l'État, de focaliser depuis l'élément naturel, et ce, afin de lui offrir une solution plus optimale. On dira alors que le bien commun mal défendu se change en personne pour se défendre lui-même, c'est-à-dire par la voie de ses propres gardiens. Voilà, donc ce que change le droit, c'est-à-dire la personnalisation de la rivière, c'est qu'on ne gère plus une ressource, on ne la défend plus, concrètement, on négocie avec une entité naturelle douée d'une capacité juridique propre, d'une voix, d'une représentation. Donc, on ne va plus préserver la ressource, comme dans les biens communs, limiter ou réglementer les usages pour atteindre une gestion optimale du commun. On va changer de type de contrat, de type de négociation et de relation. Il y a en quelque sorte un vouloir du milieu. Donc, je m'arrête là. J'ai pensé que ce passage était particulièrement éclairant pour notre discussion. Qu'est-ce que tu en penses, Camille ? Merci infiniment, Claire. Oui, ça l'est. Et petite remarque sur l'ouvrage, c'est vrai que on a tendance parfois, quand on lit les livres, à escamoter les notes, à pas trop les regarder. Donc, les notes, en fait, je les ai rédigées vraiment avec beaucoup de soin et avec tout un conseil. Il y avait avec moi des anthropologues, des juristes, il y avait des savoirs qui venaient du droit et de l'économie également. Et donc cette note que tu viens de lire, effectivement, je me souviens l'avoir écrite. Elle vient effectivement compléter. Sachez également qu'en fait toutes les auditions, le principe en fait, c'est que je les réécrivais donc avec ce savoir d'écrivain et je les faisais valider et j'échangeais avec les auditionnés pour qu'ils soient d'accord
de telle façon que le livre converge, c'est-à-dire que le gros travail d'un constituant, d'un instituant ou d'une écriture instituante, c'est de faire converger des langages ou en tout cas de permettre qu'ils se croisent. Et dans une approche comme le Parlement de Loire, où on interroge des biologistes, des anthropologues, des économistes, des philosophes, etc., ils partent de différents champs disciplinaires avec des langages qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ça a été un énorme travail de tisserand pour que convergent les langages. Alors, donc, je repars de là, et juste avant de démarrer, j'avais pris quelques notes. Et notamment de regarder, c'est toujours intéressant de comprendre la généalogie des choses. Donc, la généalogie des biens communs, j'ai pas besoin de vous la rappeler, vous la connaissez par cœur, mais disons que elle émerge sur fond d'une nouvelle période d'enclosure, et au fond, c'est un débat notamment très marqué par la théorie économique. Bon, et c'est en fait une théorie économique qui cherche justement les outils théoriques et pratiques d'une pratique de l'économie politique pour répondre à la privatisation ou à cette nouvelle phase d'enclosure, hein, qu'on la fasse remonter, on va dire, bon, à cette sorte de nouvelle vague de libéralisation et de privatisation qui commence au milieu des années 70 dans les pays anglo-saxons. En bref, c'est une généalogie qui pose la question de quel est le bon gardien. C'est intéressant de poser cette question-là parce qu'en fait, on va retrouver cette question dans la personnalité juridique. Hein. Quel est le bon gardien dans la théorie économique? Alors, les libéralisateurs, les privatiseurs vont répondre que le bien sans maître est voué en quelque sorte à être détruit. C'est l'idée du propriétaire, c'est d'ailleurs très enclosure, très justement qui a accompagné la première phase d'enclosure et la remise en cause de tous les biens communaux. Hein, c'est l'idée qu'il faut un propriétaire, sinon le bien ou la ressource ou l'entité même ne va pas être bien géré. Bon. Donc le bon gardien, c'est le propriétaire dans cette théorie-là. Et donc on va suivre le fil rouge de la concurrence, du droit à la concurrence, de la privatisation, etc., etc. La théorie du bien commun répond à ça depuis l'économie en montrant que en fait, il y a une gestion plus efficace. Enfin, vraiment, les économistes réfléchissent en termes d'efficacité également, d'efficacité de gestion, et vont en quelque sorte assigner une autre forme de gardiennage, qui est un gardiennage collectif, avec toutes les logiques de coopération. Bon, c'est des piles et des piles et des piles de livres de la théorie économique. Il se trouve que c'est cette généalogie économique d'un débat économique qui va finir par avoir des incidences juridiques. La reconnaissance des biens communs naturels, enfin, etc. Avec toutes les nuances de gris de cette chose-là, à laquelle vous êtes, enfin, que vous connaissez, j'imagine, même beaucoup mieux que moi, enfin, qui est en fait, voilà, qui est très, très vaste jusqu'aux biens communs immatériels, enfin, etc. Ça, c'est cette généalogie économique. La généalogie des droits de la nature, elle est tout autre. La généalogie des droits de la nature, c'est une généalogie à la fois culturelle, anthropologique au sens d'une anthropologie comparée, c'est-à-dire culturelle. Certaines sociétés ont une autre relation aux entités naturelles. Enfin, c'est tout le système de Descola, de la pensée de Descola ou de Viveros de Castro et toute cette révolution nouvelle de l'anthropologie de la nature qui a commencé dans les années 70, là aussi, pour essayer de comprendre comment d'autres sociétés que celles des modernes encodent leur relation aux entités animales, végétales ou minérales, amérindiennes, amazoniennes, arctiques, maoris, indigènes, enfin aborigènes, etc., et qui vont donc s'intéresser à ça, la façon dont certaines cultures encodent différemment les entités naturelles. Et donc, c'est une source anthropologique et culturelle, et c'est aussi une source purement juridique. La source purement juridique, hein, le débat juridique tel qu'il émerge sur les droits de la nature en droit moderne, c'est un juriste qui, c'est vrai, ça fait le lien sans doute avec la théorie des communs, mais est un spécialiste du droit de la propriété et sans se poser, parce qu'en fait on est en 1972, donc toute la théorie des biens communs n'a pas encore été vraiment développée,
Et il s'appelle Christopher Stone. Son petit livre, je vous invite à le lire, il est canonique. Ça s'appelle Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Should trees have plea? C'est issu d'un article de 1972, donc c'est très très tôt. La nature, elle est tout autre. Et c'est après comment ils vont s'entrecroiser, s'entrelacer qui va être intéressant. Et c'est maintenant là, hein, que ça va commencer à s'entrelacer. Mais en tout cas, la généalogie, c'est celle-ci. D'un côté, une source anthropo-culturelle, de l'autre, une source juridique avec ce juriste, Christopher Stone, qui porte d'une certaine façon bien son nom, et qui va se poser la question de savoir si les arbres, les séquoias, en 1972, dans un certain cas précis, c'est-à-dire un conflit avec la société Disney, la Disney Corporation, est-ce que ces séquoias ne pourraient pas eux-mêmes plaider et déposer plainte, déposer une requête devant les juges. Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question? Parce que les associations à l'époque qui ont cherché à défendre ces séquoias ont été, on dit en droit, déboutées. On leur a refusé l'intérêt à agir. On a estimé qu'elles n'avaient pas intérêt à agir. Et donc, Stone se pose cette question-là. Alors, on pourra revenir sur Stone, mais vous voyez, on a déjà ces deux généalogies qui sont, à mon avis, intéressantes à garder à l'esprit parce que si on veut commencer à voir si ça s'oppose, si ça se croise, si ça se complète, voilà. Alors ensuite, en préparant, j'ai deux petites choses que je peux jeter là en discussion, c'est que au-delà de cette différence généalogique, dans l'histoire de ces notions, il y a, on va dire, pour moi, entre les deux modes, une chose qui va les distinguer, c'est la confiance que l'on a dans des collectifs humains liés notamment à des instances étatiques pour… Alors, il y a évidemment la différence de est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est une ressource, est-ce qu'au contraire c'est une entité avec une subjectivité. Ça, j'y viendrai. Mais il y a déjà cette question de savoir si qui est le bon gardien, qui est encore relancé avec les droits de la nature. Je disais, ça a été relancé par les biens communs sur qui est le bon gardien. Ben, c'est pas le propriétaire. Le propriétaire a tendance à détruire, donc c'est le collectif pour l'air, pour l'eau, pour tout un tas de ressources, pour des forêts communales, pour tout ça. Et là, tout d'un coup, les droits de la nature viennent dire, oui, mais même ces entités collectives qui sont plus ou moins souvent liées à l'État, hein, ce qu'on appelle les entités publiques, hein, les personnes morales de droit public, on se rend compte qu'elles peuvent être défaillantes. Et donc, en fait, je dirais que le passage à la personnalité juridique d'éléments de la nature va dépendre de la confiance que l'on met ou non dans une bonne gestion par l'État des biens publics ou des biens communs. Ça, c'est un première piste de réflexion, c'est est-ce que oui ou non, et je prends souvent cet exemple parce qu'il est très intéressant, c'est que le droit forestier en Suisse, depuis le 19e siècle, c'est un bon droit. Il a bien su maintenir la biomasse, il a bien su maintenir la chose commune qui est la biomasse des forêts suisses. Et donc, en ce sens, est-ce que oui ou non en Suisse, on a besoin de personnifier les forêts? Par contre, le Gange, c'est pas le même problème. Voilà, exactement. Et c'est intéressant parce que précisément dans beaucoup de sociétés qui ont eu recours ces dernières années aux droits de la nature, sont souvent des sociétés où on observe une malgouvernance, une très mauvaise gouvernance des biens publics et notamment des biens publics naturels. Le Gange, la Yamuna, l'Atrato en Colombie, le Wanganui en Nouvelle-Zélande, c'est une autre question, c'est une autre histoire. Mais on pourrait dire les zones humides en Floride, le lac Erie aux États-Unis, tout un tas d'entités qui ont été très, très, très mal gérées. Et donc, les riverains se posent une question à partir de là, à partir de la faillite des structures collectives qui auraient eu la charge, normalement, de veiller à une bonne gestion de la ressource. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment cette question de qui est le bon gardien face à une situation institutionnelle donnée. Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on estime que la France est une bonne gestionnaire, l'État français et ses différentes agences, ou est-ce qu'on estime qu'elle a failli? Si on estime qu'elle a failli, alors on peut avoir recours à l'outil. Donc ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est dans le langage même dont on veut en quelque sorte recouvrir les entités de la nature. Est-ce que l'on veut rester dans une logique de bien? Je rappelle que la logique du bien, ça peut être le souverain bien, ça peut être le bien au sens du 18e ou des Lumières,
qui est un bien, disons, vraiment plus solide d'un point de vue de l'éthique de la collectivité, mais aussi c'est le bien anglo-saxon qui est goods. Et goods, les biens, c'était ceux dont on affublait les esclaves, par exemple. Les esclaves, dans la théorie de Stone, d'ailleurs, il en parle de ce passage du bien au sujet. Est-ce qu'on peut véritablement, dans une société utilitariste, continuer à appeler une rivière un bien, même commun? Est-ce que c'est assez de le qualifier ainsi? Est-ce qu'il ne faut pas le qualifier un peu plus? Et là, c'est là où on passe à cette dimension culturelle dont je parlais, c'est le moment où on dirait, bon, on a besoin d'aller plus loin dans l'incarnation, et ça c'est ce que je dis dans la note, dans l'intensité d'incarnation d'un certain nombre d'entités de la nature pour qu'on leur reconnaisse une volonté propre, une intention, une subjectivité. C'est ce que Marie-Angèle Hermite alors va développer sous le terme d'animisme juridique, c'est-à-dire que par le droit, on va pousser plus loin le décentrement pour que tout d'un coup, quelque chose s'oppose au nous humain. Vous voyez que le bien commun, c'est un nous humain appliqué au non-humain et à la terre et à différentes entités terrestres, animales ou végétales, tandis que les personnes, les droits de la nature, c'est tout d'un coup une rupture de perspective où quelque chose surgit depuis un autre lieu, depuis un autre système de valeurs, depuis une autre focale. Et bien sûr, la grande question des droits de la nature va alors être, est-ce que nous pouvons produire cette qualité de décentrement si nous ne sommes pas nous-mêmes issus de cultures autres, de cultures non modernes? Est-ce que nous, les enfants des modernes, nous pouvons produire cette qualité de décentrement, cette qualité d'animation ou de réanimation des subjectivités autres? Je prends un exemple qui est pour les Amazoniens. Un Amazonien, notamment un certain nombre de formes de chamans, n'ont pas de mal à passer des frontières d'espèces. Ils peuvent être le jaguar, ils peuvent être l'arbre. Ils peuvent être parce que culturellement, ils sont en quelque sorte pris dans une longue tradition qui produit ce décentrement, ce que Viveros da Castro appelle le perspectivisme. Est-ce que nous autres, depuis des sociétés qui portent la marque de la modernité, nous sommes capables d'être ce type-là de gardiens, c'est-à-dire des gardiens décentrés qui ont plus à cœur la perspective d'une autre forme ou d'une autre entité vivante que l'entité humaine? Ça, c'est une grande question. Mais pour finir, pour produire cette qualité de décentrement, il y a une bonne nouvelle d'une certaine façon, c'est que nous autres, les modernes, nous avons désormais scientifiquement développé des techniques d'écoute pour bien entendre le langage, l'intention, la valeur, la perspective propre d'autres formes de vie. Et donc, ça permet là d'intensifier ce décentrement. Alors, merci Camille. On va laisser la parole à Corinne, donc, qui a recueilli les questions posées par les participants. Corinne, tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est? Oui, merci beaucoup Camille. Donc la première question, c'est est-ce que tu peux développer ce dernier point sur ces outils, ces approches pour bien décoder, pour bien comprendre le langage? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, donc bon, j'ai parlé de Christopher Stone, on est en 1972. Ensuite, c'est la longue traversée du désert, on n'en entend plus parler. On pourrait dire d'ailleurs que l'espace est occupé à ce moment-là dans le débat public par l'offensive des biens communs en disant on n'en peut plus de votre machine à privatiser, on veut opposer quelque chose à ça et c'est dans le débat économique notamment beaucoup avec Attac et d'autres. Bon, ça dure. Mais il se trouve qu'au début du 21e siècle et notamment avec une constitution qui est la constitution équatorienne de 2008, et sans doute, on s'en rend compte aujourd'hui des juristes et des constitutionnalistes qui avaient pris connaissance de l'article de Christopher Stone. On a eu tout d'un coup, en 2008, à l'échelle d'une constitution, si vous voulez, indienne, hein, c'était suite à des changements politiques en Équateur, la constitution équatorienne va reconnaître le statut de personne juridique, si vous voulez, à Pachamama, donc la terre-mère. Tout d'un coup, la terre-mère devient une personne juridique, en quelque sorte un sujet de droit.
Et donc, on voit là tout d'un coup émerger cette sorte d'hybridité entre un système on pourrait dire, de croyances, moi j'aime dire des cosmovisions indigènes équatoriennes, indiennes, hein, amérindiennes, si vous voulez, indiennes, enfin, d'Amérique latine, mais indiennes, qui reconnaissent en fait un vouloir de la terre, hein, voilà. Ils n'emploient pas le terme de bien, ils emploient ce terme de Pachamama, et donc il y a une intensité subjective, hein, de cette entité terrestre. Et la bonne chose pour la constitution équatorienne, c'est que ça permet, parce que l'entièreté de la terre est reconnue comme sujet de droit, ça permet des ramifications. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, puisque c'est un principe constitutionnel, tout va devenir sujet de droit. La rivière, tout d'un coup, devient sujet de droit puisqu'elle est partie prenante de la terre qui est elle-même sujet de droit. La forêt va devenir sujet de droit, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre? Des recours en justice. Des recours en justice au nom de ce sujet de droit. Donc, jusque-là, la nature n'était pas un sujet de droit, c'était un objet du droit. Alors, je reviendrai, si vous voulez, sur en droit, ce que ça fait, ce qu'on appelle la summa divisio, la frontière entre sujet et objet. Mais tout d'un coup, là, on voit des entités qui étaient du côté des objets et qui traversent la frontière et qui passent du côté des sujets. Donc ça, c'est la 2008, constitution équatorienne. Après, il y a eu la constitution, il y a eu une loi en Bolivie. Il y a eu, en 2016, il y a toute l'historique à la fin du livre que je présente aujourd'hui, Le fleuve qui voulait écrire. On refait un peu l'historique de ça. Il y a un autre livre que je viens de préfacer. Si vous êtes intéressé par ça, ça vous intéressera beaucoup. Il y a tous les cas. Ça s'appelle Droit de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant aux éditions Le Pommier. Ça vient de paraître, une loi, en fait, une loi qui a été votée par le Parlement néo-zélandais et qui a donné la personnalité également, la personnalité juridique au fleuve Wanganui. Et depuis, en fait, le nombre d'exemples est innombrable. Je disais, alors qu'est-ce que ça recoupe maintenant? Qu'est-ce que ça fait? Bon, de manière très pragmatique, c'est une déclaration de droit. Qui sont des droits adaptés aux différentes entités considérées. Hein, si on prend une forêt, ce n'est pas les mêmes droits qu'une rivière, qu'un bassin versant, qui n'est pas les mêmes droits que… Alors, ce qu'on n'a pas encore, c'est des droits processuels, c'est-à-dire l'air, justement, ou le processus atmosphérique qui fait qu'il y a une concentration d'oxygène dans l'air qui est favorable à la vie. Bon, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas de droit du processus. Il y a des droits d'entité, mais il n'y a pas de droit de processus. Donc, aujourd'hui, moi, je me suis employé à un peu mettre en ordre les droits de la nature. On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a des droits de la nature qui sont pour des collectifs non humains. Donc, c'est par exemple, ça pourrait être une espèce. Il y a une espèce de riz sauvage qui s'est vu reconnaître des droits. D'accord? Une espèce de riz, c'est ça, c'est un collectif. On pourrait dire que demain, on donne des droits à l'espèce abeille. Ça lui permettrait de se battre contre les pesticides, par exemple, avec le recours d'avocats ou autre. Mais donc, ça, c'est les droits collectifs non humains. Après, j'aime dire, moi, qu'il y a parfois des droits relationnels. Ça, c'est des droits conférés à des écosystèmes. Un écosystème, c'est un système d'interdépendance et de relations. Donc, on va donner des droits à l'écosystème. Alors là, dans le cadre de la Loire ou de l'Atrato ou de la Wanganui, c'est un droit écosystémique. Donc, c'est un droit relationnel. Ça veut dire que ça va inclure l'entité minérale, le bassin versant, le lit, les affluents, mais aussi les espèces animales et végétales et les paysages, mettons, qui dépendent de cette entité. Donc, c'est toute la relation qu'on va protéger dans l'écosystème. Et puis ensuite, je parlais des droits processuels, des droits à des process. On pourrait tout à fait imaginer que des process atmosphériques ou même un courant océanique voilà, pourrait, parce qu'il génère comme intention, parce qu'il a comme intention, parce qu'il produit comme travail, il pourrait également accéder au statut de sujet juridique. Et puis, j'oubliais, parce que ça a été utilisé pour certains animaux enfermés dans des eaux ou pour des grands arbres, le sujet juridique individuel non humain, où là, tout d'un coup, on a envie de protéger une incarnation particulière. Donc, un grand singe dans un zoo qu'on veut sortir du zoo, on peut essayer d'obtenir en justice que son statut de sujet de droit soit reconnu, il soit remis en liberté, par exemple. Ça a été fait par Stéphane Wiese aux États-Unis, il n'a pas réussi, mais voilà. On pourrait le faire également pour mettons qu'il y a un grand chêne
pluriséculaire ou un olivier particulièrement remarquable qui est sur un trajet. Et ce trajet, on veut le soumettre à un flux, mettons, logistique pour desservir un pôle Amazon. Bon, par exemple, ça existe le long de Loire. Bon, ben, on va prendre l'arbre et on va dire cet arbre est particulièrement remarquable et donc il mérite d'être traité comme un sujet de droit. Et résultat, on va s'opposer au nom de ce sujet de droit à ce point. Voilà. Après, je pourrais descendre dans le détail. En France, il y a des exemples. Il y a le Tavignanou, une rivière en Corse. Il y a le Tête, maintenant dans les Pyrénées. Est-ce que la neige rentre dans ta vision? C'est le prochain sujet sur lequel va travailler Sacha Bourgeois-Gironde. Et évidemment, c'est un process. Je me permets d'ailleurs de relever quelques petites choses. Alors là, je vois par exemple, Franck, à tout le monde, oui. Les scientifiques ne sont pas des inanimistes, bien au contraire. C'est l'exemple de Bruno Latour qui est donné. Oui, c'est une citation que j'aime beaucoup du texte. Je dois dire que beaucoup des phrases d'ailleurs qui sont des citations des auditionnés sont parfois des choses que j'ai moi-même écrites et que j'ai fait valider. Mais celle-ci a vraiment été prononcée dans l'audition à l'oral par Bruno Latour. Et évidemment, la philosophie des sciences de Bruno Latour, et il dit d'ailleurs les choses ont une cause. Il parle avec la sociologie symétrique, il parle du pouvoir d'agence, des agency. L'agency, c'est vraiment le pouvoir d'un faire des choses. Donc, en fait, les scientifiques, ils regardent ça, ce pouvoir d'agency. Donc, en fait, lui, Bruno Latour, il vit dans un monde où il n'y a pas d'un côté des objets inertes et de l'autre côté des sujets. En fait, dans la philosophie de Bruno Latour, les objets sont des sujets, c'est-à-dire qu'ils produisent des effets dans le monde, ils agissent, ils produisent des relations, on a des relations avec les objets, etc. Ça, c'est toute la philosophie de Bruno Latour, si bien que lui va pas du tout reprendre les catégories des juristes, vous voyez, c'est une sorte de petite initiation au langage. Lui, il va pas dire il faut que les choses passent du côté des sujets, il faut que les objets passent du côté des sujets, parce que pour lui, les objets et les choses sont déjà dans ce monde des sujets, enfin voilà, des actions de sujets. Voilà, bon, je vais très très vite. Alors, tu as une question qui est assez passionnante sur peut-on diviser, isoler, fragmenter les droits de la nature, un fleuve sans son bassin versant? Je crois qu'au-delà de la question, il y a toute la question de la frontière et comment s'isolent ces personnalités de droit. Oui, c'est une question passionnante et dans le livre, vous verrez, elle court au fil des pages, la question du périmètre, du point de commencement et du point d'arrêt. Et là, d'où le travail de cartographie que vous avez fait. Hein. Voilà. Alors là, je me permets de faire juste une sorte de petite considération un peu de rêverie générale. C'est que moi, je travaille beaucoup sur la blessure, la notion de blessure représentative. C'est-à-dire qu'en fait, tout langage, et le langage juridique ô combien, introduit des coupures. Le langage juridique, mais le langage humain, crée des partitions. Un langage, c'est déjà un périmètre. Une table, ça a un périmètre. Après, ça cesse d'être une table. Le soleil, ça a un périmètre. La terre, ça a un périmètre. Les mots même découpent. Et les langues ne découpent pas le monde de la même manière. On prend souvent l'exemple des 1000 manières de dire blanc dans les sociétés arctiques. Donc, nous sommes, nous, les humains, des instances de partition. Nous découpons le monde. C'est ce que nous faisons par le langage et nous le faisons aussi par le droit. Et c'est douloureux. C'est douloureux parce que, en fait, la logique, c'est là où la science, mais aussi, disons, d'autres formes de culture ou d'autres langues sont toujours une ressource pour remettre en cause nos partitions, c'est que la manière dont nous partitionnons les choses du monde qui nous entoure, en fait, elles sont plastiques. Elles sont plastiques et on peut le faire autrement, mais dans tous les cas, elles instituent une blessure. C'est toujours une blessure. C'est ce que j'appelle la blessure représentative. Ou la blessure, disons, du langage, la blessure sémiotique, si vous voulez. Et donc, le droit fait ça. Il va découper. Et le travail du Parlement de Loire, comme de beaucoup de réflexions institutionnelles, et Sacha Bourgeois-Gironde le dit très bien dans son audition sur la loi néo-zélandaise, c'est
comment mieux, comment moins blesser, comment adapter le design, comment adapter la partition pour qu'elle soit le plus juste possible en l'état de nos connaissances. Et là, ça répond à votre question. Depuis la loi sur l'eau, on reconnaît que l'instance pertinente en termes de logique écosystémique, c'est le bassin versant. Donc, on a amélioré le design légal. Tout d'un coup, on dit c'est le bassin versant. Et de fait, on a raison. Mais d'autres vous diront, oui, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le bassin versant est inséparable de l'océan, qui est lui-même inséparable du cycle de l'eau, qui est lui-même inséparable. Et donc, la réalité du vivant, on le sait, c'est l'inséparation, c'est l'interdépendance de tout avec tout. Simplement, nous autres, nous vivons avec ça et donc il faut accepter, et on ne l'accepte pas toujours, mais si on entre dans une logique d'améliorer la manière dont nous instituons les choses, accepter de rentrer dans ce combat pour la partition, de dire comment est-ce que nous allons mieux partitionner, mieux découper. Et effectivement, là, pour le bassin pour la Loire, c'est très vite dans les discussions, on a repris la définition de la loi sur l'eau et donc c'est le bassin versant. Lorsqu'on parlait d'une possible personnalisation juridique de la Loire ou de Loire, on parlait évidemment du bassin versant. Voilà. Mais ça fait mal parce qu'on pourrait dire effectivement c'est en lien avec l'océan. Donc qu'est-ce qui va se passer entre la personnalité juridique de l'océan Atlantique et la personnalité juridique de Loire? Et les anguilles, qu'est-ce qu'elles en ont à faire de ces partitions juridiques? Et c'est là qu'il faut un tout petit peu suspendre notre volonté de perfection et il faut revenir à des discussions qui sont plus pragmatiques sur qu'est-ce que nous cherchons à défendre et comment peut-on le défendre mieux. Et donc, après, il y a une question sur, et donc, si on donne des droits au bassin versant de Loire, qu'est-ce que ça nous permet de faire par rapport à l'état actuel du système, disons, du maillage associatif qui cherche à défendre les droits de la nature du bassin Loire. Là, on va commencer à se poser des questions plus pragmatiques, qui sont pour moi des questions politiques et qui relèvent effectivement d'une démarche classique de moindre mal ou de un peu mieux que, mais pas parfait du point de vue des logiques écosystémiques, évidemment. Mais je prenais l'exemple de l'espèce abeille. Dans le cas d'un conflit, Christopher Stone s'était lui-même posé la question, dans le cas du conflit avec la société Disney qui voulait couper des séquoias, eh bien, dans ce combat-là, dans ce conflit-là, qu'est-ce que ça change de donner des droits aux séquoias? Ça leur permet de se battre. Bon, ben, si ça leur permet de se battre, alors on y va. Enfin, on peut décider ça. Dans la Loire, c'est par exemple, ils veulent construire des nouvelles centrales. Où est-ce qu'ils vont les mettre? Est-ce qu'ils vont mettre des bassins de refroidissement? Est-ce qu'ils vont encore utiliser les eaux des fleuves français? Oui, normalement oui. Est-ce qu'on veut créer un rapport de force juridique? Oui, dans ce cas-là, est-ce que les droits de Loire, c'est utile? Si oui, alors je fais une déclaration des droits de Loire et j'essaye d'obtenir la personnalité juridique de la Loire. C'est ce qu'ont fait les Corses autour de la rivière Tavignano, qui est une rivière très importante en Corse. Il y avait un projet d'enfouissement de déchets et cette dame est venue nous en parler à l'Académie du Climat, d'ailleurs une femme admirable. Oui. Et elle disait, bon, bah, on était à court de moyens et donc on s'est demandé si oui, on pouvait déclarer les droits du Tavignano et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, voilà, c'est toujours ça, c'est dans la dynamique, dans la pragmatique, notamment d'un conflit et d'un conflit entre des entités de la nature et des intérêts humains, d'entreprises, d'États. Bon. Est-ce que c'est pragmatiquement justifié? Est-il de la protection des glaciers, précipitations, neige, glace descendant comme un fleuve et des aménagements autour de ces domaines glaciaires? Donc ça, c'est la première question. Et puis peut-être, pour terminer dans les questions, la reconnaissance des personnalités de la nature mériterait peut-être aussi un dictionnaire des émotions, des besoins pour leur bien-être. J'ai parlé dans la généalogie des droits de la nature, j'ai parlé des sources culturelles, anthropologiques, indigènes, indiennes, amérindiennes. Bon. Eux ont déjà un répertoire extrêmement précis des émotions et des affects de ces entités. Il n'y a que dans nos climats, dans nos latitudes extrêmement naturalistes, comme dirait Descola, que l'on a désanimé le monde, que l'on a enlevé les affects. Mais dans beaucoup de cultures, on pourrait même dire que dans nos contrées, pour nos grands-parents ou encore la génération d'avant, il y avait une proximité
avec les entités de la nature qui leur permettaient de les qualifier, d'y trouver des humeurs, des caractères. Là, il se trouve que maintenant, on est rentré aussi dans une logique positive, scientifique, d'essayer de les entendre et de les comprendre. Mais dans cette remarque et question de Christian, il y a donc remobiliser, mobiliser, entendre cette anthropologie comparatiste pour voir comment est-ce que sont qualifiées et comment est-ce que pensent, sentent les entités de la nature. Je vous renvoie à un livre d'Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts. On pourrait même dire que le livre grand public de Peter Folleben, Comment les arbres parlent, je crois, ou enfin oui. La vie secrète des arbres, la vie secrète des arbres, comment ils communiquent. Toute cette littérature, y compris avec Vinciane Després, Autobiographie d'un poulpe, ou Penser comme l'oiseau, Aldo Léopold, ça revient dans le passé, mais Penser comme une montagne, le livre de Olivier Rémaud, Penser comme un iceberg, toute cette littérature nous aide à nous décentrer, à développer ce répertoire des affects, un peu comme Descartes, vous savez, avait écrit ce traité des passions de l'âme sur les sentiments humains, très beau texte d'ailleurs. Là, on est en train un peu d'écrire un traité des passions non humaines, collectivement. Beaucoup de littérature aujourd'hui, beaucoup de documentaires, le documentaire Alimanier, beaucoup d'observations de l'éthologie, de la botanique, contribuent à vraiment amplifier ce répertoire. Et c'est même précisément parce qu'il y a ce mouvement-là, j'appelle ça la nouvelle bibliothèque de la nature, parce qu'il y a eu un grand moment de la bibliothèque de la nature, c'était dans la réaction romantique, des romantiques allemands, des frères Humboldt, des frères… Là, il y a une deuxième âge de la bibliothèque de la nature qui se présente à nous et qui accompagne. Vinciane Després, quand je l'ai croisée, elle était en train de lire Le fleuve qu'il voulait écrire. Elle me dit, mais c'est extraordinaire parce que moi, qui essaye de penser comme l'oiseau, de penser comme le poulpe, là, tout d'un coup, tu me donnes en plus des arguments juridiques pour incarner ces subjectivités. Il me semble que c'est très important aussi, cette question des riverains, justement des gardiens, ceux qui savent écouter, ceux qui savent enquêter. Déjà, effectivement, en fait, toute l'histoire de notre travail avec la Loire, c'est comme si d'ailleurs à la fin du livre, je ne vous fais pas de spoiler, mais il y a tout d'un coup la Loire qui prend la parole. Et je me suis autorisé cette prosopopée, c'est-à-dire écrire depuis le temps très très long du bassin versant de Loire, c'est-à-dire un temps géologique que nous autres humains ne pouvons pas connaître, cette perspective tout autre qui surgit à la fin du livre et qui met en abîme et qui met en critique même tout ce qui a été dit avant, je me suis permis de le faire parce qu'il y a eu tout ce travail d'approche, d'enquête, d'immersion, d'écoute, y compris du fleuve, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus seulement, comme on le faisait chez les poètes, disons, des fabulistes du XVIIe siècle, faire parler le renard ou la belette ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça naïvement parce qu'on le faisait, je le dis de façon un peu simpliste, mais souvent les écrivains faisaient parler les animaux, mais pour parler des caractères humains, les caractères de la bruyère étant vraiment le propre. Je vous renvoie ici aussi à un livre d'Anne Simon, Une bête entre les lignes, sur justement ces disciplines de la zoopoétique. Mais donc, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, il faut développer des techniques d'écoute fine et d'enquête et de terrain pour véritablement entendre ce que les espèces sentinelles vont nous dire, ce que le fleuve va nous dire. Voilà, il faut s'approcher, il faut se rapprocher et il faut au maximum essayer ce franchissement de barrières d'espèces, un peu comme d'ailleurs les chamans le font, pour aller au-delà d'une vue par en haut. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on a essayé de faire. Il y a une très belle audition dans le livre, laquelle je vous renvoie, qui est aussi l'audition de Marie-Angèle Hermite, où elle imagine les procès à venir. C'est très beau. Et elle dit, comment ça va se passer devant les tribunaux si tout d'un coup la Loire est un sujet de droit, ou un dauphin, ou l'espèce des dauphins? Eh bien, en fait, en procédure, notamment pénale, il y a ce qu'on appelle, pour les gens qui ne parlent pas la langue dans laquelle ils sont jugés, un droit au traducteur. On a dit, en fait, on pourrait déjà reconnaître un droit au traducteur aux entités de la nature pour que leur langage entre dans le tribunal. C'est très beau, comme rêverie institutionnelle. Et de la même manière, elle va dire également égalité des armes, parce que pour qu'un procès soit équitable, il faut égalité des armes. Qu'est-ce qu'on fait dans la procédure pour qu'il y ait une égalité des armes? Et on mobilise un autre concept qui est la présence des corps dans le tribunal.
Et là, elle dit, mais comment est-ce que je fais rentrer les entités, par exemple, dans une marée noire? Comment est-ce que je fais rentrer l'océan? Comment est-ce que je fais rentrer les espèces qui ont été détruites ou meurtries par la marée noire? Et elle imagine ce procès à venir où elle voit rentrer des images, des sons, voire des sons d'agonie. Elle va assez loin, hein, des sons d'agonie, en fait. C'est-à-dire vraiment l'affect du monde, les plaintes du monde, dans le tribunal, devant ce qui sera d'ailleurs, puisqu'ils sont ils sont obligés d'en créer, des cours environnementales. Comme il y a des cours matrimoniales, hein, droit de la famille, il y aura désormais des cours environnementales. Après, il y a un modèle en mouvement, c'est-à-dire n'importe qui peut, à un moment donné, demander le respect des droits de l'entité naturelle, donc du sujet de droit qui est là. Et là, c'est le cas déjà, c'est ce qu'on appelle l'actio popularis, c'est le cas en Amérique latine dans certaines juridictions. Donc, c'est un citoyen, une association, etc. Là, ça ne change pas beaucoup de ce qu'on sait avec Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à tous. Tout ça, ça ressemble. Là où ça devient différent, c'est si vous instituez, un peu comme il y a des établissements publics, c'est si vous instituez une personne toute l'année, 24 heures sur 20, enfin, tout le temps. Il y a des représentants, des gardiens de loi. Ça, c'est ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est intéressant parce qu'ils ont, c'est ce que j'appelle des représentations mixtes, c'est qu'ils ont dit finalement les visages de la rivière, ça va être une personne issue des tribus maoris Wanganui qui vivent le long du fleuve et une personne issue ou nommée par l'État. Donc vous voyez, on est vraiment dans les biens communs, personne morale, tout ça est très hybridé dans cette solution. L'avantage que des sociétés non modernes ou non, disons, utilitaristes ou moins utilitaristes ou qui ont encore une mémoire indigène ont sur nous, c'est qu'ils ont des Indiens, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets. Ils ont des Indiens qui connaissent ces formes-là de décentrement, qui ont la culture pour. Et ce que je crois et ce que je défends également avec une autre anthropologue qui est Barbara Glosewski, c'est que dorénavant, nous avons maintenant 40 ans de combat écologiste, depuis les années 70. J'en sais quelque chose puisque mon père était déjà lancé dans ces questions-là. Eh bien, 40, 50 ans, 60 ans de recul, ça veut dire qu'il y a progressivement des générations de gens qui savent ce que c'est que d'incarner la parole, d'être là pour, d'être là depuis différentes entités naturelles. Et donc, je crois qu'il y a aussi, de l'intérieur de nos sociétés modernes, une nouvelle génération de sensibilité qu'on pourrait qualifier d'indienne. Il y a un indianisme de l'intérieur de la modernité qui est un peu en train de reprendre vigueur et qui permettrait d'animer ces nouvelles personnes juridiques.